Pendant des années, on m'a demandé comment j'avais survécu à cette chute. La vérité est que je suis morte ce jour-là. La femme que j'étais a cessé d'exister au moment où mon corps a heurté le sol. Ce que personne ne comprend, c'est que parfois il faut mourir pour renaître plus forte. Je m'appelle Hélène Deschamps. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde par la fenêtre de mon appartement adapté et j'observe la ville qui a été témoin de ma destruction et de ma reconstruction. 37 ans se sont écoulés depuis ce matin où j'ai découvert la trahison la plus intime qu'une personne puisse subir. 37 ans depuis que mon corps a été brisé par celui qui avait juré de me protéger. Je suis née en 1953. Fille d'un professeur d'université et d'une femme au foyer, j'ai grandi dans un foyer de classe moyenne où l'éducation était la valeur suprême. Mon père, Charles, était un homme austère mais juste, qui encourageait mes bonnes notes et récompensait mes performances académiques avec des livres que nous dévorions ensemble le dimanche. Ma mère, Béatrice, plus chaleureuse et expansive, rêvait que j'aie les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. C'est elle qui a insisté pour que je fasse des études supérieures à une époque où beaucoup de ses amis considéraient encore l'université comme un gaspillage pour les femmes. J'ai obtenu mon diplôme d'architecture en 1976, une réussite qui a rempli ma famille de fierté. J'étais ambitieuse, concentrée sur la construction d'une carrière solide avant de penser au mariage ou aux enfants. C'est dans le cabinet où j'ai décroché mon premier emploi que j'ai rencontré Raphaël. Il n'était pas comme les autres hommes que j'avais connus. Il n'a pas essayé de m'impressionner par des fanfaronnades ou des conquêtes. Raphaël était calme, observateur, avec un sens de l'humour subtil qui m'a captivé lentement. Il travaillait au département informatique de l'entreprise, un domaine alors émergent et plein de promesses. Ses yeux bruns semblaient de voir à travers les gens et sa façon calme de résoudre des problèmes complexes me fascinait. « Tu es différente des autres architectes », m'a-t-il dit un jour, alors qu'il m'aidait à récupérer un projet perdu dans l'ordinateur. « Elle dessine des bâtiments. Toi, tu dessines des rêves. » Notre relation a commencé de façon décontractée. Des déjeuners occasionnels, des conversations sur des livres que nous apprécions tous les deux, de petites attentions qui se sont accumulées. Raphaël était attentionné sans être étouffant, présent sans être envahissant. Pour une femme indépendante comme moi, cet équilibre semblait parfait. Après un an de relation, il m'a demandé en mariage lors d'un voyage à La Rochelle, dans un restaurant au bord de la mer. La bague était simple mais élégante, comme notre relation. Je me suis mariée à 26 ans, en 1979, convaincue d'avoir trouvé un compagnon qui respectait mon indépendance et soutenait mes rêves professionnels. Les premières années furent heureuses, ou du moins ce que je croyais être le bonheur. Notre appartement au 2e étage d'un immeuble à Montparnasse est devenu notre refuge. Assez spacieux pour que nous ayons des bureaux séparés, quelque chose sur laquelle Raphaël avait insisté, estimant que c'était important pour préserver notre individualité au sein du mariage. Sa carrière en informatique a rapidement prospéré. Au début des années 80, alors que les premiers ordinateurs personnels arrivaient en France, ses compétences sont devenues de plus en plus valorisées. Bientôt, il a quitté son emploi salarié pour travailler comme consultant indépendant, avec des horaires flexibles et des clients qui payaient bien pour son expertise croissante en technologie numérique. « Le monde est en train de changer, Hélène », me disait-il souvent. « Celui qui contrôlera l'information contrôlera tout. » Mes propres ambitions professionnelles restaient fortes. J'ai obtenu un poste dans un cabinet renommé qui me permettait de participer à des projets importants. Raphaël semblait sincèrement fier de mes réussites, m'encourageant toujours à relever de nouveaux défis. C'est vers notre 4e année de mariage que j'ai commencé à remarquer de petits changements. Rien de dramatique, juste des subtilités qui, vues isolément, semblaient inoffensives, mais qui maintenant, avec le recul, formaient un schéma sinistre. Raphaël a commencé à manifester une curiosité croissante concernant mes horaires, voulant savoir exactement où je serais
et avec qui. Il m'a acheté l'un des premiers modèles de téléphone portable, un luxe extraordinaire à cette époque, insistant sur le fait que c'était pour ma sécurité. Il a installé un système de sécurité sophistiqué dans notre appartement avec des caméras qui enregistraient en continu. Le monde devient plus dangereux, justifiait-il. J'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. À ce stade, nous avions déjà développé des routines bien établies. Raphaël travaillait souvent en pleine nuit, affirmant que c'était le moment où son esprit fonctionnait le mieux. Moi, toujours matinal, j'avais l'habitude de me lever avant 6 heures, même les week-ends. Nous sommes comme le soleil et la lune, plaisantait-il. Nous nous rencontrons rarement dans le ciel, mais quand cela arrive, c'est magique. Cette dynamique signifiait que nous avions moins de temps ensemble que d'autres couples, mais je ne remettais pas cela en question. Je respectais son processus créatif et valorisais ma propre indépendance. Souvent, il venait se coucher quand j'étais déjà endormie et je me réveillais quand il venait enfin de s'endormir. C'est durant notre 5e année de mariage que j'ai remarqué les premiers signes vraiment troublants. J'ai commencé à me sentir observée, même quand j'étais seule. Parfois, je me réveillais avec la sensation inquiétante que quelqu'un m'avait touchée pendant mon sommeil. Certains matins, mes vêtements de nuit semblaient légèrement dérangés, d'une façon qui ne correspondait pas à mes mouvements nocturnes habituels. « Tu dois rêver », disait Raphaël quand je mentionnais ces sensations. « Tu as toujours eu le sommeil agité. » Un week-end particulièrement étrange, j'ai été abordée par un homme inconnu dans un café près de notre appartement. « Vous êtes Hélène, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, avec une familiarité déconcertante. Quand j'ai confirmé, il a souri d'une façon qui m'a mise profondément mal à l'aise. « Je pensais bien que c'était vous. Raphaël parle beaucoup de vous. »« Vous travaillez ensemble ?» ai-je demandé, essayant de contextualiser cette rencontre. « Quelque chose comme ça » a-t-il répondu vaguement. « Disons que nous partageons des intérêts similaires. » Quand j'ai rapporté l'incident à Raphaël, il l'a rapidement écarté. « Ce doit être quelqu'un d'un ancien projet. Tu sais comme je suis mauvais avec les noms et les visages. » Mais la rencontre m'a troublée pendant des jours. Il y avait quelque chose dans le regard de cet homme, une intimité non méritée, comme s'il me connaissait d'une manière que je n'avais pas autorisée. Le soir, allongé dans mon lit en attendant le sommeil, j'ai rejoué ce moment à plusieurs reprises, essayant de comprendre ce qui m'avait tant inquiété. La semaine suivante, un autre incident étrange. Une collègue de travail a mentionné négligemment « J'ai vu ton mari à la librairie technique hier. Il achetait un livre sur la photographie avancée. Vous partez en voyage ?» « Pas que je sache », ai-je répondu confuse. Raphaël n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la photographie auparavant. Quand je l'ai questionné à ce sujet, il a souri en coin. « Je voulais te faire une surprise. J'ai pensé à mieux documenter nos vies ensemble. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai remarqué que Raphaël commençait à rapporter des équipements photographiques à la maison. Des appareils sophistiqués, divers objectifs, des lumières. Il a monté un petit studio dans son bureau qu'il a commencé à appeler son laboratoire. La porte, qui restait généralement ouverte auparavant, était maintenant toujours fermée, souvent verrouillée. « J'apprends les techniques de développement », a-t-il expliqué quand j'ai demandé pourquoi il avait besoin d'une telle intimité. « Les produits chimiques sont sensibles à la lumière extérieure. » Une nuit, je me suis réveillée avec soif et me suis levée pour chercher de l'eau dans la cuisine. En passant dans le couloir, j'ai remarqué un filet de lumière venant du bureau de Raphaël. Silencieusement, je me suis approchée. La porte était entr'ouverte, chose rare ces derniers mois. À travers l'ouverture, j'ai pu voir Raphaël penché sur son ordinateur, tellement absorbé qu'il n'a pas remarqué ma présence. Sur l'écran, une image a glacé mon sang dans mes veines. C'était moi, endormi dans notre lit, avec ma chemise de nuit subtilement relevée, exposant plus de mon corps que je ne l'aurais jamais volontairement permis. Raphaël manipulait l'image, ajustant les couleurs, les lumières et les ombres avec une expertise technique indéniable. J'ai reculé sans faire de bruit, le cœur battant dans ma poitrine.
Je suis retournée dans la chambre, me suis allongée et ai faim de dormir quand, 1 heure plus tard, Raphaël est venu se coucher à mes côtés. Cette nuit-là, chaque contact accidentel de son corps contre le mien me causait de la répulsion. Le matin a mis une éternité à arriver. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, laissez votre like et dites dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Votre interaction aide ce récit à atteindre plus de personnes et à briser le silence sur la violation de l'intimité que beaucoup de femmes subissent en silence, derrière des portes closes. Dans les jours qui ont suivi, je me suis transformée en détective de ma propre vie. Quand Raphaël sortait, je fouillais son bureau, toujours soigneusement, toujours en replaçant tout exactement comme je l'avais trouvé. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement et émotionnellement malade. Dans un dossier caché de l'ordinateur, des centaines de photos de moi endormies, prises différentes nuits, dans différentes positions, toutes avec des degrés variés d'exposition. Certaines clairement manipulées pour faire croire que j'étais dans des poses suggestives. Dans un autre dossier, des registres de transactions financières, preuve d'un petit empire construit sur ma vulnérabilité. Raphaël avait créé un site où il vendait ses images à des abonnés mensuels. Les commentaires des acheteurs m'ont fait vomir dans la corbeille à côté du bureau. Pendant des jours, j'ai vécu dans un état de choc et de déni. Comment l'homme que j'aimais, avec qui je partageais ma vie depuis 6 ans, pouvait-il me trahir de façon aussi fondamentale? Comment n'ai-je pas remarqué ce qui se passait pendant que je dormais dans notre propre chambre? J'ai planifié ma confrontation soigneusement, non par peur de sa réaction. Jusqu'à ce moment, Raphaël n'avait jamais été physiquement agressif, mais parce que je voulais des réponses complètes avant de décider de mes prochaines démarches. J'ai tout documenté, fait des copies des preuves, me suis préparée à toute dénégation. Un vendredi, j'ai demandé à quitter le travail plus tôt. Je suis rentrée à la maison sachant que Raphaël serait là, travaillant dans son laboratoire. Je l'ai trouvé exactement où je m'y attendais, manipulant de nouvelles images de moi. Je l'ai observé un moment depuis la porte, ressentant un mélange toxique de dégoût, de colère et de tristesse. Depuis combien de temps ai-je finalement demandé, ma voix étonnamment calme. Raphaël s'est brusquement retourné, le visage pâle en me voyant debout à la porte. Pendant un moment, il a semblé qu'il allait nier. J'ai vu l'instinct de mentir passer dans ses yeux. Puis, peut-être en percevant quelque chose dans mon expression, ses épaules se sont légèrement affaissées. « Hélène, je peux t'expliquer. » « Depuis combien de temps ?» ai-je répété plus fermement. « 3 ans, a-t-il finalement admis. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Non? Alors explique-moi ce que c'est que de vendre des photos intimes de ta femme inconsciente à des étrangers sur Internet. » Il s'est levé lentement, les mains levées, comme si j'étais un animal effrayé qui devait être calmé. « C'est de l'art, Hélène. Tu as toujours été ma muse. Je partage ta beauté avec le monde. » « De l'art ?» Le mot est sorti comme un cri étranglé. Tu appelles ça de l'art de photographier ta femme sans son consentement? De manipuler les images pour me faire paraître disponible pour des étrangers? Les gens paient bien pour cette beauté, a-t-il argumenté, comme si cela justifiait tout. J'ai réussi à mettre de côté pas mal d'argent. Je fais ça pour nous deux. Pour nous deux? L'incrédulité m'a momentanément laissé sans voix. Cet homme au café, il me connaissait à travers tes œuvres d'art, n'est-ce pas? Raphaël a fait un pas vers moi. Instinctivement, j'ai reculé. Je m'en vais, ai-je déclaré. Aujourd'hui, maintenant, et je vais te dénoncer à la police. Quelque chose a changé dans ses yeux, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Non, tu ne le feras pas. N'essaie pas de m'empêcher, Raphaël. J'ai déjà fait des copies de tes... Oui, de tout. Je sais exactement ce que tu as fait. Il avança d'un pas de plus. Où sont ces copies? En lieu sûr. Son expression se tordit en quelque chose de méconnaissable, un masque de colère et de peur qui transforma complètement le visage que j'avais aimé.
Tu ne vas pas me ruiner, pas après tout ce que j'ai construit. Ce qui s'est passé ensuite reste comme une séquence fragmentée d'images et de sensations dans ma mémoire. Raphaël avançant vers moi, mes mains poussant sa poitrine, essayant de le maintenir à distance. Une bagarre dans le couloir, se déplaçant vers le salon. Des paroles furieuses échangées, accusations, dénis, menaces. Je me souviens d'être près de la fenêtre du salon, cette grande fenêtre qui donnait sur la rue, au 2e étage de notre immeuble. Je me souviens du regard dans les yeux de Raphaël quand il a compris que j'allais vraiment le quitter, que j'exposerais ses crimes. Ce n'était pas un regard de remords, mais de froid calcul. « Si tu franchis cette porte, j'en finis avec toi, menaça-t-il. « Tu en as déjà fini avec moi, répondis-je. Tu ne t'en es simplement pas encore rendu compte. » La poussée fut rapide et inattendue, des mains fermes sur ma poitrine, un moment de déséquilibre, le verre cédant derrière moi avec un craquement terrible. Et puis, la chute. On dit que dans les moments de danger extrême, le temps ralentit. Pour moi, c'était exactement ça. Je me souviens d'avoir vu le ciel, les nuages, la façade de notre immeuble monter tandis que je tombais. Je me souviens d'avoir pensé avec une clarté surprenante. Alors c'est comme ça que ça se termine. L'impact n'est jamais venu dans ma mémoire. Il y a un vide entre la chute et le réveil à l'hôpital 3 jours plus tard, enveloppé de gaz et de douleur, avec des tubes et des fils connectés à mon corps brisé. La première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux fut ma mère, vieillie de 10 ans en 3 jours, tenant ma main comme si c'était un oiseau blessé qui pourrait s'envoler à tout moment. « Il a dit que tu avais essayé de te suicider, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues ridées. « Il a dit que tu avais découvert une infidélité et que tu avais sauté. » L'indignation m'a donné la force de parler, malgré la douleur lancinante que chaque respiration provoquait. « Il m'a poussé » ai-je réussi à articuler. Les jours qui suivirent furent un défilé de médecins, d'infirmières, de policiers prenant des dépositions, et le pire de tous, le neurologue à l'expression grave qui s'est assis à côté de mon lit 1 semaine après mon admission à l'hôpital. « Madame Deschamps » commença-t-il, utilisant ce ton soigneusement neutre que les médecins réservent aux pires nouvelles. « Les dommages à votre colonne vertébrale sont étendus. La chute a causé une lésion complète dans la région thoraco-lombaire. Les mots suivants ont définitivement changé le cours de ma vie. Paraplégie complète. Je ne marcherai plus jamais. Les fonctions motrices de la taille aux pieds, complètement compromises. Un fauteuil roulant serait mon compagnon pour le reste de mes jours. En un instant, j'étais une architecte de 32 ans, indépendante et pleine de projets. L'instant d'après, une femme brisée, trahie de la façon la plus intime possible et maintenant prisonnière d'un corps qui refusait d'obéir aux commandes les plus basiques. « Il y aura des ajustements », continua le médecin, comme s'il parlait d'un petit inconvénient et non de la démolition complète de ma vie. Des adaptations, des thérapies. La technologie avance chaque jour. La qualité de vie pour les personnes paraplégiques s'est considérablement améliorée ces dernières décennies. Je l'écoutais à peine. Mon esprit était fixé sur Raphaël, sur l'homme qui avait volé non seulement ma dignité et mon intimité, mais maintenant aussi ma mobilité, mon indépendance, mon avenir tel que je le connaissais. « Et lui ?» demandai-je, interrompant le discours technique du médecin. « Qu'est-il arrivé à Raphaël ?» Ce fut ma mère qui répondit, la voix tremblante de colère contenue. « Il a été arrêté initialement, mais il est déjà libre. Il dit à tout le monde que c'était un accident, que tu étais déséquilibré, que tu as essayé de l'agresser et que tu es tombé dans le processus. » Un rire amer s'échappa de mes lèvres. « Bien sûr. Et les photos? L'ordinateur? » Il prétend que ces photos n'existent pas, que tu avais des délires paranoïaques. La police a fouillé l'appartement, mais apparemment n'a rien trouvé de compromettant. À ce moment, une certitude cristalline s'empara de moi. Raphaël avait supprimé toutes les preuves pendant que j'étais inconsciente à l'hôpital. Les copies que j'avais faites étaient à nouveau cachées dans le bureau,
une cachette qu'il avait évidemment découverte et vidée. C'était ma parole contre la sienne, et il construisait soigneusement un récit où j'étais l'épouse mentalement instable qui avait tenté de se suicider. Il paiera pour ça, promis-je, chaque mot chargé d'une détermination féroce qui me surprit moi-même. Je ne sais pas encore comment, mais il paiera. Les semaines suivantes furent les plus difficiles de ma vie. Mon corps, autrefois fort et agile, me trahissait maintenant des façons les plus humiliantes. J'ai appris le cathétérisme, les escarres de pression, la perte du contrôle intestinal. J'ai pleuré de frustration en essayant des tâches simples, comme me retourner dans le lit. J'ai crié de colère quand les muscles de mes jambes ont commencé à s'atrophier visiblement sous mes yeux. La douleur physique était constante, mais supportable comparée à la douleur psychologique. Raphaël m'avait enlevé non seulement la mobilité, mais aussi la dignité. Les photos qu'il avait prises et vendues existaient encore quelque part dans l'éther numérique, étant vues et commentées par des étrangers qui pensaient connaître mon corps plus intimement que je ne l'aurais permis. La dépression est venue comme une marée noire, menaçant de me noyer. Il y a eu des jours où j'aurais souhaité que la chute soit fatale, des moments sombres où j'ai questionné la valeur de continuer à lutter. C'est ma mère qui m'a sauvé de cet abîme. À 67 ans, elle a assumé le rôle de mon principal soutien avec une force que je ne lui connaissais pas. Elle a déménagé dans un petit appartement près du centre de rééducation, a appris chaque procédure médicale nécessaire, a recherché inlassablement les avancées dans le traitement des lésions de la moelle épinière. « Tu as toujours été plus forte que nous tous », disait-elle, tout en m'aidant avec les exercices de kinésithérapie qui semblaient inutiles pour quelqu'un sans espoir de remarcher. C'est juste une épreuve de plus que tu vas surmonter. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à reconstruire un certain sens de l'identité dans ce nouveau corps limité. La colère, cette colère incandescente contre Raphaël, est devenue mon carburant, non pas pour une vengeance irréfléchie, mais pour quelque chose de plus profond, la justice. 3 mois après la chute, quand les médecins m'ont finalement autorisé à rentrer chez moi, non pas dans l'appartement où j'avais été trahi et attaqué, mais dans le petit appartement de ma mère, maintenant adapté à mes besoins, j'ai pris une décision qui changerait non seulement ma vie, mais éventuellement les vies de nombreuses autres femmes. Je veux étudier le droit, annonçai-je à ma mère ce soir-là. Elle me regarda surprise. À 32 ans, avec une carrière établie en architecture et maintenant face à un handicap permanent, l'idée de commencer une nouvelle formation semblait improbable. « Tu es sûre, ma fille ?» « Je n'ai jamais été aussi sûre de ma vie, » répondis-je. Raphaël pense qu'il a gagné parce qu'il a détruit l'épreuve physique. Mais il n'a pas pris en compte une chose, ma détermination. Je vais devenir l'arme affûtée qui coupera le filet de protection que des hommes comme lui construisent autour de leurs crimes. Je me suis inscrite à un cours de droit qui offrait des cours à distance, une rareté en ces années, avant que la pandémie ne normalise l'enseignement à distance. J'étudiais comme une possédée, transformant chaque moment de colère, chaque souvenir de la trahison, en énergie pour absorber les codes, les précédents, les stratégies juridiques. Parallèlement, j'ai commencé une enquête privée. Raphaël avait été minutieux en effaçant les traces numériques des photos vendues, mais il y avait une vérité sur Internet que lui, malgré son expertise technique, semblait ne pas comprendre complètement. Rien ne disparaît totalement dans le monde numérique. J'ai engagé un spécialiste en sécurité informatique avec le peu d'économie que j'avais. Un jeune homme aux lunettes épaisses qui semblait mal à l'aise en m'expliquant ce qu'il devrait faire pour tracer les images. « Ce ne sera pas rapide, » m'avertit-il. « Et je ne peux pas garantir que je trouverai tout. »« Trouvez-en suffisamment, » répondis-je. « C'est tout ce que je demande. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, laissez votre like et dites dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre interaction aide cette vidéo à atteindre plus de personnes et à donner de la visibilité aux victimes qui subissent des conséquences permanentes de relations abusives.
Pendant que le spécialiste travaillait sur la partie numérique, j'ai concentré mes efforts sur la partie humaine de l'enquête. Raphaël avait vendu ces images à des personnes réelles, des personnes qui pouvaient être tracées, interrogées, peut-être persuadées de témoigner. L'homme du café, cette rencontre troublante qui avait été mon premier indice que quelque chose n'allait pas, est devenu mon point de départ. Je suis retourné dans ce même établissement, maintenant en fauteuil roulant, pendant des semaines consécutives, à la même heure où je l'avais rencontré, espérant qu'il était un client habituel. Le 4e dimanche, ma persévérance a été récompensée. Il est entré, a commandé le même café qu'il avait pris ce jour-là et s'est assis au même endroit. Pendant un moment, je l'ai simplement observé, évaluant l'homme qui m'avait regardé avec cette intimité non autorisée. Ensuite, avec l'aide de ma mère pour manœuvrer le fauteuil, je me suis approché de sa table. « Bonjour », dis-je, ma voix étonnamment stable. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Hélène, la femme de Raphaël. » Son visage est passé par une série d'expressions en succession rapide. Reconnaissance, choc en voyant le fauteuil roulant et finalement quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Oui, bien sûr. Que vous est-il arrivé ?» demanda-t-il, véritablement troublé par mon état actuel. Raphaël m'a poussé par la fenêtre quand j'ai découvert ce qu'il faisait pendant que je dormais, répondis-je directement, observant sa réaction. Ce qu'il vendait à des personnes comme vous. L'homme pâlit visiblement. Il a dit que c'était consensuel. Il a dit que vous saviez que c'était un arrangement entre vous. Il a menti. Je n'ai jamais su jusqu'à peu avant la chute. Je n'ai jamais consenti à rien de tout cela. Dans ce café, durant une conversation de 2 heures, j'ai découvert beaucoup plus que ce que j'espérais. L'homme, Daniel, un comptable d'âge moyen, n'était pas seulement un acheteur occasionnel des images, mais l'un des clients premium de Raphaël, avec accès à du contenu exclusif. Plus important, il connaissait d'autres hommes dans la même situation et avait des détails sur les méthodes de paiement, les serveurs utilisés, les promesses spécifiques que Raphaël faisait aux acheteurs. Il garantissait que vous ne sauriez jamais, confessa Daniel, le remords visiblement sincère. Il disait qu'il avait la technologie pour s'assurer que vous restiez en sommeil profond pendant les séances. Séances? Le mot me causa une nouvelle vague de nausées. Oui, parfois il positionnait des objets, des vêtements, répondait à des demandes spécifiques des abonnés premium. Cette conversation n'était que le début. Dans les semaines suivantes, Daniel m'a présenté 2 autres hommes qui avaient acheté les images, tous 2 également choqués de découvrir que je n'avais jamais consenti, tous 2 craignant les conséquences légales de leur implication. Je leur ai offert un accord, immunité en échange d'un témoignage complet contre Raphaël. Parallèlement, le spécialiste en sécurité informatique a commencé à obtenir des résultats. Il a trouvé des caches d'images sur des forums obscurs, des traces de transactions financières et finalement, le gros lot, une sauvegarde complète que Raphaël conservait sur un serveur distant, protégé par des mots de passe qui ont pris des semaines à être déchiffrés. Le contenu était plus perturbant que j'aurais pu l'imaginer. Pas seulement des photos, mais des vidéos, des années documentées de violations de mon intimité, organisées méticuleusement par date, type et même par montant reçu pour chaque image ou séquence. Nous avons suffisamment pour l'enterrer, déclara mon avocat, un homme sérieux et déterminé qui avait accepté mon dossier pro bono quand il en avait appris les détails. Mais vous devez être préparé. Le procès sera brutal. Il essaiera de vous discréditer, de se présenter comme la victime de vos hallucinations. Ce sera votre parole contre la sienne. Plus maintenant, répondis-je, indiquant les preuves numériques et les témoignages recueillis. Maintenant, c'est lui contre la vérité. La procédure judiciaire fut plus longue et plus épuisante que je n'aurais pu l'anticiper. Raphaël engagea des avocats coûteux, spécialisés dans la création du doute même face aux preuves les plus évidentes. Comme prévu, sa défense se concentra sur l'argument que j'étais mentalement instable,
que j'avais imaginé la conspiration des photos, que j'avais tenté de me suicider après l'avoir accusé faussement. Le tournant vint au 3e mois du procès, quand nous avons obtenu une ordonnance judiciaire pour examiner tous les appareils électroniques de Raphaël. Pas seulement les actuels, mais tout ce qui pouvait être retracé aux années de notre mariage. Son arrogance fut son erreur fatale. Confiant dans ses connaissances techniques, il n'avait pas véritablement détruit les fichiers, les avait simplement cachés sous des couches de cryptage qui furent finalement brisées par des experts en informatique légale. Les images furent montrées au jury, pas toutes, juste assez pour établir le schéma d'abus. J'ai vu des hommes et des femmes dans le jury pleurer en comprenant l'étendue de la violation, le calcul froid avec lequel Raphaël avait commercialisé mon intimité pendant que je dormais, inconsciente, faisant confiance à la sécurité de ma propre chambre. Le témoignage final fut le mien. Depuis le fauteuil roulant qui faisait maintenant partie permanente de mon identité, j'ai raconté non seulement les événements qui ont mené à la chute, mais aussi la lutte des années suivantes, la dépression, la tentative de reconstruire un sens de la dignité, la peur constante que des étrangers dans la rue puissent me reconnaître des images qui circulaient sans mon consentement. Il n'a pas seulement pris ma capacité de marcher, ai-je conclu, regardant directement Raphaël, qui était resté impassible pendant tout le procès. Il a pris ma confiance, mon sentiment de sécurité, ma capacité à dormir sans peur. Mais il y a une chose qu'il n'a pas réussi à prendre, même s'il a essayé. Ma détermination à m'assurer qu'il ne fera jamais plus cela à une autre femme. Le verdict unanime est arrivé après seulement 4 heures de délibération du jury. Coupable de toutes les accusations, y compris tentative de meurtre, violation de la vie privée, production et distribution de matériel intime sans consentement et fraude. La sentence : 22 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle, avant d'avoir purgé au moins 16 ans. J'ai vu Raphaël être emmené menotté, son visage trahissant enfin une émotion, non pas du remords, mais de la colère d'avoir été pris, d'avoir perdu le contrôle du récit. Nos regards se sont croisés pour la dernière fois dans ce tribunal. Je n'ai rien dit, je n'en avais pas besoin. Ma présence là, brisée mais pas vaincue, était un témoignage suffisant que sa tentative de me faire taire avait spectaculairement échoué. La victoire judiciaire n'était que le début de ma véritable mission. L'affaire a reçu une couverture nationale, non seulement en raison de sa nature choquante, mais parce qu'elle coïncidait avec les premiers débats sérieux sur la criminalisation de la pornographie de vengeance et de l'abus numérique. Des journalistes, qui me contactaient auparavant uniquement pour le sensationnalisme de l'histoire, voulaient maintenant mon opinion sur des projets de loi, sur la protection de la dignité numérique, sur les droits des victimes de crimes cybernétiques dans un monde qui commençait à peine à comprendre la portée dévastatrice de ces violations. Une journaliste, après une interview particulièrement intense, m'a posé la question qui changerait le cours des années suivantes. Et maintenant, que comptez-vous faire de votre expérience? La réponse est venue sans hésitation. Je vais m'assurer qu'aucune autre femme n'ait à lutter autant que j'ai lutté pour faire reconnaître sa douleur et voir son agresseur puni. J'ai terminé mes études de droit à 36 ans, me spécialisant dans les droits numériques et les crimes contre la dignité sexuelle. Même avant de recevoir ma carte du barreau, j'étais déjà devenue une voix respectée dans le débat public sur ces sujets. Ma condition physique, une paraplégique dans un monde conçu pour les personnes sans handicap, a ajouté une autre dimension à mon plaidoyer. Je suis devenue simultanément défenseur des droits des femmes dans l'environnement numérique et des personnes handicapées dans les espaces physiques. En 1992, avec l'argent de l'indemnisation civile que Raphaël a été obligé de me verser, une somme substantielle qui incluait non seulement les gains qu'il avait obtenus en exploitant mes images, mais aussi des dommages moraux et matériels pour le handicap permanent. J'ai fondé l'Institut Renaissance, une organisation dédiée à offrir un soutien juridique, psychologique et technique aux victimes d'abus similaires. Au début, nous opérions depuis un petit bureau adapté avec une équipe de seulement 4 personnes. Moi, un avocat fraîchement diplômé aussi passionné par la cause que moi, une psychologue spécialisée dans les traumatismes et une experte en sécurité informatique.
Nos premiers cas sont venus par recommandation personnelle, des femmes qui avaient suivi mon histoire dans les médias et qui faisaient face à des situations similaires d'abus et de violations numériques. L'une des premières à nous contacter fut Martine, une professeure d'université de 42 ans, qui avait découvert que son petit ami avait installé des caméras dans la salle de bain de son appartement et vendait les vidéos en ligne. Comme moi, elle affrontait non seulement la violation, mais aussi l'incrédulité des autorités. Au commissariat, ils m'ont traité comme si j'exagérais, raconta-t-elle, des larmes coulant sur son visage pendant qu'elle parlait. Un des policiers est allé jusqu'à demander si je n'avais pas provoqué cela d'une façon ou d'une autre. Avec notre aide, Martine n'a pas seulement obtenu des preuves irréfutables contre son petit ami, mais aussi l'une des premières décisions judiciaires en France, reconnaissant explicitement le dommage psychologique permanent causé par ce type de violation. Son cas a établi un précédent important que nous avons utilisé dans des affaires ultérieures. À mesure que l'Institut Renaissance grandissait, il devenait évident que nous ne traitions pas seulement des cas isolés, mais un problème systémique profondément enraciné dans la société. L'objectification des femmes, la normalisation de la violence, la lenteur des lois à suivre les avancées technologiques qui créaient de nouvelles formes d'abus. En 1995, une opportunité inattendue s'est présentée. J'ai été invitée à participer à l'élaboration d'un projet de loi spécifique sur les crimes numériques et la violation de l'intimité. Je me souviens vivement d'être conduite dans mon fauteuil roulant à l'intérieur de l'Assemblée nationale, affrontant les regards curieux et parfois condescendants des législateurs qui n'étaient pas habitués à voir une femme handicapée dans leur salle de réunion. « Madame, comprenez-vous vraiment suffisamment la technologie pour contribuer à cette discussion ?» questionna un député âgé lors de ma première présentation. « Je comprends suffisamment la douleur, la violation, la justice refusée, » répondis-je calmement. Et je crois que c'est exactement ce dont nous avons besoin pour créer des lois qui protègent réellement les personnes, et pas seulement des concepts abstraits. Le projet de loi a mis 3 ans à être approuvé, faisant face à la résistance de secteurs conservateurs qui le voyaient comme excessivement invasif de la vie privée. Une ironie que je n'ai jamais manqué de souligner. Quand il est finalement devenu loi en 1998, il contenait beaucoup des protections que nous avions proposées, criminalisation explicite de la captation et diffusion d'images intimes sans consentement, renversement de la charge de la preuve dans des cas spécifiques, protection pour les victimes pendant les procédures judiciaires. Ce n'était pas parfait, des compromis politiques inévitables ont dilué certaines des mesures les plus incisives. Mais cela représentait une avancée significative dans un pays qui commençait à peine à reconnaître la gravité de ces crimes. Parallèlement au travail législatif, l'Institut Renaissance continuait de croître. En 2000, nous comptions déjà des bureaux dans 3 grandes villes et une équipe de 20 professionnels dévoués. Nous avions traité plus de 600 cas directement et offert des consultations dans des milliers d'autres. Notre travail commençait à être reconnu internationalement et j'ai été invité à parler lors de conférences en Europe et aux États-Unis sur notre approche intégrée, juridique, psychologique et technologique pour les cas d'abus numériques. Comment cette femme brisée prétend-elle résoudre nos problèmes ? M'a lancé un adversaire lors d'un débat télévisé. Précisément parce que j'ai été brisée et que je me suis reconstruite, ai-je répondu avec calme. Je connais aussi bien la fragilité que la force de notre système. Je sais où il échoue et comment on peut le réparer. J'ai remporté l'élection avec une faible marge, devenant l'une des premières femmes en situation de handicap visible à occuper un poste législatif régional en France. Les 4 années qui ont suivi ont été une lutte constante contre des structures archaïques, tant physiques que mentales. Le bâtiment même de l'Assemblée régionale n'était pas entièrement accessible, et j'ai dû mener des batailles apparemment triviales, comme l'installation de rampes adéquates et de toilettes adaptées. Métaphoriquement, je faisais face aux mêmes barrières dans les discussions politiques. La résistance à considérer des perspectives différentes, l'indifférence envers les sujets liés aux groupes vulnérables, la tendance à traiter les droits fondamentaux comme des questions secondaires. Malgré tout,
nous avons réalisé des avancées significatives. Des lois régionales plus strictes contre les crimes numériques ont été adoptées. Des programmes de formation pour les policiers et les fonctionnaires de justice ont été mis en place avec un accent particulier sur la manière d'accueillir convenablement les victimes de violences sexuelles et numériques. Les investissements dans les commissariats spécialisés ont été augmentés. À la fin de mon mandat, en 2014, j'ai décidé de ne pas me représenter. À 61 ans, je sentais que je pourrais faire davantage en retournant pleinement à l'Institut Éveil, devenu une référence nationale dans la lutte contre les abus numériques et la protection des victimes de violences. Ces dernières années, je me suis particulièrement consacrée à l'éducation préventive, travaillant avec des écoles, des universités et des entreprises pour créer une culture de respect de la vie privée et du consentement dans l'environnement numérique. Nos programmes ont déjà touché plus d'1 million de jeunes, leur apprenant non seulement à se protéger en ligne, mais aussi à reconnaître et à combattre les comportements abusifs. Philippe est décédé en prison en 2018, victime d'un AVC. Quand j'ai reçu la nouvelle, je m'attendais à ressentir du soulagement ou même une satisfaction vindicative. Au lieu de cela, j'ai éprouvé une étrange sensation de clôture, comme si un chapitre long et douloureux pouvait enfin être conclu, permettant au reste de l'histoire de continuer sans son ombre planant constamment sur les pages suivantes. Si vous continuez à suivre cette histoire jusqu'à ce point, je vous prie de laisser un j'aime et d'écrire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien aide à amplifier les voix qui ont été réduites au silence et à exposer les crimes qui se produisent dans les espaces qui devraient être les plus sûrs, nos propres foyers. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et je vois un chemin que je n'aurais jamais pu imaginer pour moi-même. La jeune architecte ambitieuse que j'étais aurait été horrifiée à l'idée de passer sa vie dans un fauteuil roulant. J'aurais considéré impensable de consacrer des décennies à la défense des victimes de violences au lieu de concevoir d'élégants bâtiments. Pourtant, il y a une étrange symétrie dans cette trajectoire. En tant qu'architecte, je créais des espaces sûrs pour que les gens puissent y habiter. En tant qu'avocate et militante, je continue à créer des espaces sûrs, non pas physiques, mais juridiques, numériques et émotionnels, où les personnes vulnérables peuvent trouver protection et justice. Mon corps ne s'est jamais remis de cette chute. La médecine a énormément progressé durant ces décennies. Il existe des traitements expérimentaux, des recherches prometteuses sur la régénération de la moelle épinière, des exosquelettes de plus en plus sophistiqués. Je suis ces innovations avec intérêt, mais sans l'anxiété désespérée des premières années. Le fauteuil roulant n'est plus ma prison, mais simplement une partie de qui je suis, une extension de mon corps qui me permet d'être présente dans les espaces où je dois être. L'Institut Éveil est aujourd'hui principalement géré par une nouvelle génération d'avocats, de psychologues et de spécialistes en technologie. Beaucoup d'entre eux sont d'anciennes victimes qui ont trouvé dans le travail de soutien aux autres une façon de donner un nouveau sens à leurs propres expériences traumatisantes. Je reste présidente du conseil, offrant des conseils et utilisant mon expérience pour ouvrir des portes qui seraient autrement restées fermées. En 2020, j'ai reçu une visite qui a donné un nouveau sens à tout mon parcours. Une jeune femme de 19 ans, accompagnée de sa mère, a demandé à me rencontrer personnellement après une conférence. Elle s'appelait Marianne et avait les yeux les plus déterminés que j'ai jamais vus chez quelqu'un d'aussi jeune. Ma mère avait 16 ans quand vous avez aidé ma grand-mère à se libérer d'une relation abusive, m'a-t-elle raconté. Votre organisation a fourni le soutien juridique et psychologique qui a permis à ma famille de se reconstruire. Sans vous, je n'existerais littéralement pas. Marianne venait de terminer son baccalauréat et prévoyait d'étudier le droit, inspirée par mon histoire. « Je veux faire pour les autres ce que vous avez fait pour ma famille », a-t-elle dit, avec une conviction qui m'a douloureusement rappelé moi-même des décennies plus tôt. Cette rencontre a cristallisé quelque chose que j'ai toujours su intuitivement. Nos actes de résistance et de guérison n'affectent jamais uniquement nos propres vies. Ils se propagent comme des vagues, touchant des personnes que nous ne connaîtrons jamais,
créant des possibilités que nous ne pourrions jamais imaginer. Je reçois encore régulièrement des lettres, des emails et des messages de femmes, et de plus en plus d'hommes aussi, qui ont été affectés par la violence numérique, par l'exposition non consentie, par l'abus de leur intimité. Leurs histoires sont des variations de ma propre histoire, adaptées aux nouvelles technologies et aux contextes sociaux actuels. Il y a 10 ans, c'étaient principalement des femmes adultes préoccupées par des photos intimes partagées par d'anciens partenaires. Aujourd'hui, ce sont de plus en plus des adolescents confrontés à du chantage avec des images générées par intelligence artificielle, des personnes âgées, manipulées par des deepfakes, des enfants exposés à leur insu par des parents qui partagent trop sur les réseaux sociaux. Les outils d'abus se sophistiquent, mais l'essence du problème reste la même. Le non-respect fondamental du droit de chaque personne à sa propre image, à son propre récit, à sa propre dignité. C'est le travail qui continue, pas seulement à travers l'Institut Éveil, mais à travers chaque personne qui décide de ne pas se taire, qui choisit de transformer sa douleur en action, qui décide de protéger non seulement elle-même, mais aussi ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie ou leur force. Ma chute ce matin de 1988 ne s'est pas terminée quand mon corps a touché le sol. À bien des égards, je tombe encore, non pas vers la destruction, mais vers une compréhension toujours plus profonde de comment la souffrance peut être transformée, de comment la justice peut être réimaginée, de comment la vulnérabilité peut devenir force. Je ne considère pas ma paralysie comme une bénédiction déguisée. Ce serait insulter le traumatisme physique et psychologique que Philippe m'a imposé. C'était une violence brutale qui a définitivement altéré le cours de ma vie. Mais je reconnais que la femme que je suis devenue, l'avocate, la militante, la voix pour d'autres victimes, est née dans ce moment de chute. Et il y a du pouvoir à reconnaître que même la violence la plus dévastatrice ne peut pas déterminer complètement qui nous choisissons de devenir après elle. Souvent, quand je parle à des audiences de jeunes, on me demande si j'ai pardonné à Philippe. C'est une question complexe qui exige une réponse honnête. Je n'ai pas pardonné ce qu'il a fait, je réponds toujours. Cet acte mérite d'être rappelé, condamné et utilisé comme leçon sur ce que nous ne devons jamais tolérer. Mais je me suis pardonné à moi-même, pour avoir fait confiance quand je n'aurais pas dû, pour n'avoir pas vu les signes, pour toutes les fois où je me suis blâmé pour ce qui est arrivé. Et dans ce pardon à moi-même, j'ai trouvé la liberté qu'il a essayé de me voler. Dans mes conférences, je montre souvent 2 objets que je porte avec moi. Le premier, une des photos que Philippe a prises pendant que je dormais, maintenant floutée pour protéger ma dignité, mais encore reconnaissable comme une violation flagrante. Et à côté d'elle, la photo du premier siège de l'Institut Éveil, un petit bureau adapté où nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de tant de vies brisées. Ces 2 images, j'explique, représentent la même vérité fondamentale. Qui a le pouvoir de définir notre histoire? Qui contrôle le récit sur nos corps, nos vies, nos valeurs? La première image a été créée sans mon consentement, pour me réifier et profiter de ma vulnérabilité. La seconde a été créée par mon choix, pour transformer cette même vulnérabilité en force collective. Mon histoire personnelle, de l'abus à la chute, du fauteuil roulant à la reconstruction d'un but, n'est qu'une parmi des milliers d'histoires similaires. Ce qui la rend significative n'est pas sa singularité, mais précisément l'inverse, son terrible caractère universel. Dans un monde où la technologie évolue plus vite que nos protections éthiques et légales, nous sommes tous potentiellement vulnérables à des formes de violation que nos ancêtres ne pouvaient même pas imaginer. Mais cette même interconnexion qui nous rend vulnérables nous offre aussi des formes inédites de résistance et de solidarité. Quand une personne se lève, même dans un fauteuil roulant, et partage sa vérité, d'autres trouvent le courage de faire de même. Quand une victime refuse d'être réduite au silence, tout l'édifice de honte et de complicité qui protège les agresseurs commence à trembler.
C'est la leçon que j'ai douloureusement apprise au cours de ces décennies. La justice n'est pas seulement un verdict dans un tribunal, mais un processus continu de restauration, de reconstruction, de réclamation du droit fondamental de chaque personne à la dignité et à l'autodétermination. Mon corps a été marqué de façon permanente par cette chute. Ma colonne vertébrale ne s'est jamais régénérée. Mais mon âme, mon essence, ce qui me définit vraiment, cela s'est reconstruit plus fort, plus résilient et peut-être plus complet que cela n'aurait jamais été sans cette rupture violente. Quand de jeunes femmes viennent me voir, ébranlées par des fuites d'images intimes ou des violations de leur vie privée numérique, je vois dans leurs yeux le même désespoir que j'ai ressenti. La sensation que quelque chose de fondamental a été volé, quelque chose qui ne pourra jamais être complètement récupéré. La honte imposée par une société qui, encore subtilement, blâme les victimes. La peur que cette violation définisse tout leur avenir. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait, je leur dis en les regardant droit dans les yeux. Tu es ce que tu décides de faire à partir de maintenant. Leur histoire s'arrête à l'abus. Ton histoire ne fait que commencer avec ta décision de ne pas permettre que cet acte soit le chapitre final. Toutes ne trouvent pas dans le droit ou le militantisme leur chemin vers la guérison, comme je l'ai fait. Certaines choisissent l'anonymat complet, reconstruisant des vies discrètes loin du trauma. D'autres transforment leur expérience en art, en littérature, en nouvelles technologies de protection. Chacune trouve son propre chemin et tous sont également valables. Ce que nous partageons toutes, cependant, c'est le refus d'être réduite à nos blessures, la détermination d'être autrice, pas seulement objet, de nos propres histoires. Quand je regarde par la fenêtre de mon appartement aujourd'hui à 72 ans, je ne vois pas seulement une ville qui a été témoin de ma destruction et de ma reconstruction. Je vois un monde qui apprend encore, lentement et avec résistance, à respecter véritablement l'humanité pleine de chaque personne, particulièrement de celles traditionnellement réduites au silence, réifiées ou marginalisées. Les luttes que j'ai menées continueront bien après moi. De nouvelles technologies créeront de nouvelles vulnérabilités. De nouvelles générations devront défendre à nouveau des droits que nous pensions déjà acquis. C'est le flux constant de l'histoire humaine, la tension permanente entre pouvoir et justice, entre contrôle et liberté. Mais je porte en moi la certitude que chaque personne qui refuse d'être réduite au silence, chaque victime qui transforme sa douleur en but, chaque survivant qui tend la main à d'autres dans une situation similaire, tous contribuent à un futur où des violations comme celles que j'ai subies deviennent de plus en plus inacceptables, de plus en plus rares. Mon travail est loin d'être terminé. Tant que la société continuera à blâmer les victimes, tant que la technologie sera utilisée comme arme contre les vulnérables, tant que les lois resteront en retard sur la créativité des agresseurs, je continuerai à élever ma voix. Ce fauteuil roulant que Philippe m'a imposé est devenu ma tribune. De là, je ne parle pas seulement pour moi-même, mais pour toutes les voix qui luttent encore pour être entendues, pour celles qui ont déjà surmonté leur traumatisme et pour celles qui sont encore au début de ce douloureux voyage, pour un futur où aucune image ne soit prise sans consentement, où aucun corps ne soit utilisé contre sa volonté, où aucune dignité ne soit sacrifiée sur l'autel du pouvoir et du contrôle d'une autre personne. C'est mon histoire, pas l'histoire que Philippe a essayé d'écrire pour moi ce matin-là, quand il m'a poussé vers ce qu'il espérait être ma fin, mais l'histoire que j'ai choisi d'écrire pour moi-même, un jour après l'autre, une bataille après l'autre, une vie qui a refusé d'être définie par la chute, mais par l'ascension qui est venue après elle. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous prie de laisser un j'aime et de dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Ensemble, nous pouvons donner de la visibilité à ces réalités et peut-être, juste peut-être, aider à sauver d'autres femmes qui sont en ce moment même piégées dans des relations abusives sans savoir comment s'échapper.